Bonjour Luc Tardif. Bonjour. Merci de nous accueillir ici et puis d'être à la fois notre invité également du hockey franco pour ce Tour de France et cette émission qui porte du coup sur le travail de la fédération ici dans cette belle enceinte. Ouais, vous êtes, on est chez nous, mais vous êtes chez vous aussi, c'est la maison du hockey. C'est très apprécié justement, cet Arena Ice, c'est un des éléments symboliques très forts et concrets très forts de plus de 10 ans de travail, depuis 2006, depuis que la FFHG est indépendante, la fédération évidemment française de hockey sur glace. Aujourd'hui, les grands chantiers qui seraient à mener sont lesquels? Qu'est-ce qui vous porte à croire que voilà, qu'on peut encore progresser dans le hockey français et qu'il y a des grands challenges? Premièrement, il est vrai que sur les 10 premières années après la création de la fédération, de 2006, les 12 premières années, si on peut dire, quand on regarde un peu, il est vrai qu'au démarrage, premièrement, on n'avait pas planifié d'organiser les championnats du monde. On avait planifié quand même, mais avec une dose de réalisme, la création d'un centre national, d'un centre fédéral, mais compte tenu du démarrage, des moyens à disposition, on savait que ça allait être un peu compliqué, mais je veux dire, on a vraiment poussé l'idée. Et quand j'avais un entraîneur qui me disait si tu veux marquer un but, il faut au moins que tu pousses le puck vers la cage. Il ne peut pas partir tout seul. Et on a mis ça en pratique et on a poussé cette idée et on a été surpris de voir l'ouverture des pouvoirs publics. Je veux dire, à partir du moment où on parlait de patinoire fédérale et avec vraiment une idée de préparer nos équipes de participation aux Jeux olympiques, etc. Puis en même temps, je veux dire, on avait mis simultanément en place un plan patinoire. Dans un premier temps, répertorier tout ce qu'on avait, les dimensions, quel type de gestion, etc., pour se faire un état des lieux, si je peux dire, et se faire des documents un peu plus professionnels, parce que le développement du hockey sur glace, il ne peut se faire s'il n'y a pas de patinoire. On peut jouer au foot sur des grands terrains gazonnés, mais le hockey sur glace, Et donc, cette idée a fait son chemin, puis en même temps, on a appris à côtoyer les ministres, on a appris à comprendre comment ils fonctionnaient, on a compris comment être efficace en ce qui concerne les subventions. Puis, on a gagné un petit peu en confiance, puis assez vite, moi, j'ai trouvé que la première personne à qui j'ai parlé de ce projet-là, c'était Ramayad, donc, qui était à l'époque ministre, qui tout de suite avait dit un projet fédéral, en expliquant ce qu'on voulait faire. Tout de suite, elle a adhéré au projet, donc avec des financements à la clé du CNDS, que par contre, après, on a dû faire voyager au travers 8 ministres. Ça, c'était le plus compliqué. Mais, comment dire, il y avait des écueils, mais on est passé au travers. Puis c'est avec vraiment une grande fierté qu'on a inauguré ça en 2016, en novembre 2016, et qu'on s'y est installé. Voilà. En même temps, c'est quelque part la possibilité de montrer qu'on est digne de confiance, qu'on a un certain savoir-faire professionnel en ce qui concerne les patinoires. Puis en même temps, il y a une chose aussi, c'est que cet investissement, c'est la région, la communauté d'agglo, le département, la ville de Cergy-Pontoise, de Cergy plus, là, qui a investi dans l'équipement à 17 millions d'euros. Donc les pouvoirs publics, j'ai oublié l'État qui était là-dedans, 17 millions d'euros donc pour le hockey sur glace. C'est inédit. Donc, et ensuite, il y a un loyer, puisque c'est une convention pendant 1 an, pendant 20 ans plutôt, c'est des chiffres, là, mais ça vous donne quand même l'importance. C'est 2 millions d'euros que la communauté d'agglo paye à titre de loyer, etc., pour accueillir ce centre national. Donc, hormis l'équipement lui-même, qui est un espèce de showroom, on a beaucoup de visites, ça en fait des petits. Je veux dire, déjà, mais ça va en faire plus, puisque c'est le modèle un peu qu'on veut pousser avec 2 pistes tout ce qu'il faut pour les grandes compétitions. Donc, c'est une fierté de vous accueillir ici. Et quelque part, tout le monde a un petit peu participé et on
souhaite se baser, que ça soit un petit peu le démarrage comment dire, de plein d'opérations comme ça. Depuis, on a un cercle dans lequel on fermait plus les patinoires qu'on ouvrait. Ben maintenant, l'année dernière, on a trouvé des financements pour 5 patinoires. C'était inédit, on n'a jamais connu ça. On a sauvé celle de Toulon, qui va entamer une réhabilitation. Il y a celle de Nîmes, Dunkerque, celle de Louviers et celle d'Angers, là, qui va démarrer. Donc, j'espère qu'on a enclenché un cercle vertueux qui ne s'arrêtera jamais. Donc, voilà. C'est la première question qu'on vous pose. Voilà, les politiques, les responsables, combien? On a parfois l'impression qu'ils s'imaginent qu'il faut voilà, des fortunes, 25 millions, 30 millions d'euros pour faire des patinoires. Aujourd'hui, on est quand même loin de ces chiffres pour avoir un outil confortable, intéressant, avec 2 pistes. Oui, bon là, je veux dire, on a quand même un outil extraordinaire, hein, je veux dire, en termes de capacité. Mais ce qu'on pousse plus, c'est des patinoires régionales, mais surtout, c'est le modèle avec 2 pistes, dans lequel on n'est pas obligé de partager, c'est pas qu'on n'est pas partageur, mais les heures de glace avec le patinage public, etc. Puis en même temps, ce qu'on souhaite démontrer aux élus, c'est que eux, ils n'ont pas besoin de faire des arbitrages, puisque en plus, les dernières patinoires qui sont dans ce sens, ils fonctionnent. C'est-à-dire, en gros... tous les usages sont prévus. Voilà, tous les usages sont prévus, puis on commence le patinage, puis on a envie de faire de la compétition, bien, il y a un club de hockey ou un club de patinage artistique, et on voit que c'est le modèle qui est économiquement le plus adéquat, si on peut dire. Donc, et ça fait maintenant son chemin, et on voit presque toutes les patinoires. Dans certains cas, c'était le cas de Nîmes, c'était, je veux dire, il y avait une programmation un peu plus réduite, mais on peut le comprendre selon soit un bassin de population ou le fait que culturellement, c'est un endroit de hockey sur glace, etc. Quoique, maintenant, on commence à avoir des équipements dignes de ce nom dans le sud. Ça, c'est très, très bien. On doit développer le hockey où il n'y en a pas. Donc des infrastructures, évidemment, c'est très important. Il faut aussi des clubs solides. Oui, et un beau championnat de Ligue Magnus. Ça a été un vrai sujet de discussion aussi sur notre Tour de France un peu partout avec les clubs, de savoir est-ce que cette formule était adaptée ou pas. Il y a des partisans du pour, il y a des partisans du contre. En tout cas, elle est assez ambitieuse. Elle se veut professionnalisante et puis peut-être plus rassurante pour les investisseurs, pour voilà, les gens du monde de l'entreprise que vous côtoyez, que vous connaissez peut-être plus que la majorité des gens du hockey. Ouais. Pour leur dire, venez, c'est structuré, le hockey sur glace français. Écoutez, je pense que en tant que dirigeant de hockey sur glace, en tout cas, moi, je vois ça comme président. On doit avoir de l'ambition. Si on n'avance pas, on recule. Et bien entendu, des ambitions mesurées, hein, je veux dire, parce qu'il ne faut non plus pas aller sur des déroulements de championnat qu'on n'est pas capable de tenir. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le championnat qu'il y avait à l'époque, que je suis à l'époque, avec un match par semaine, je veux dire, moi... je ne me serais pas vu, président de club, de pousser ce format qui ne débouchera jamais sur rien du tout, si ce n'est qu'une espèce de patronat ou de hockey à la papa, etc. Parce qu'on a des ambitions pour le hockey français. Et les ambitions pour le hockey français, ils passent par l'équipe de France. Je veux dire, les clubs commencent à comprendre ça. Je veux dire... on voit les résultats des championnats du monde, plus on est en gros pas, on voit tout ce qui en découle. Même si vous allez certainement me poser des questions sur la médiatisation, on n'est pas complètement satisfait parce qu'on voudrait que ça soit... Mais on est condamné à faire en sorte de jouer au plus haut niveau. Si on ne joue pas au plus haut niveau, on n'existe pas. Et avec un match par semaine, je veux dire, tous nos meilleurs joueurs s'en allaient à l'étranger, pas toujours dans des bonnes conditions. Et ceux qui jouaient sur place, je veux dire, c'était pas propice à être capable d'aller jouer un championnat du monde où tu joues 8 matchs en 12 jours ou 13 jours. Impossible. Et en même temps, on avait beaucoup de joueurs étrangers d'un bon niveau qui ne voulaient pas venir, sauf à la fin de la carrière, disait-il, pour venir se reposer. Et on a eu un exode de joueurs juniors qui sont déplacés, qui sont allés dans des conditions qu'on a perdues. Hein?
tous ceux qui sont partis à l'étranger, je veux dire, pour une certaine période, moi, je me souviens qu'il y avait une trentaine de joueurs, et pas la même année, sur 2 ans qui sont partis en Suisse, et sur une période de 5-6 ans, on en a à peu près 40 ou 50. Il y en a combien en équipe de France? Un. Douai, qui des fois est là, des fois n'est pas là. Il y a eu Berton aussi. Donc, ça veut dire que ces gars-là, ils sont partis dans des conditions qui n'étaient pas propices au développement. Et on peut comprendre. Ils disent, on ne joue pas assez de matchs. Et c'était le cas aussi pour nos championnats juniors, qui avant, tous les joueurs s'agglutinaient dans 3 équipes. Le championnat de France, c'est la finale. Et ça, c'est pas propice à aller jouer des championnats de haut niveau parce que les écarts sont trop grands. Et quand on arrive au championnat du monde, on s'aperçoit du niveau. Si tu n'as pas une base de rythme assimilée pour être capable de lutter, tu ne luttes pas. Donc, on a été patient parce qu'on a dit à tout le monde, attention, on va passer à 44 matchs. On va le faire par étapes. On a même considéré, en discutant avec la commission de contrôle, qu'au moment où on devait lancer ces 44 matchs, c'était un peu... Il restait encore quelques clubs qui avaient du chemin à faire. Puis, ben, quand c'est venu le temps, on l'a fait. C'est certain qu'il y a une adaptation. Mais ce qui est sûr en ce qui concerne la Magnus, maintenant, si tu ne joues pas à 4 lignes, si tu n'as pas une base de formation, tu ne tiens pas longtemps. Et ça, c'est le but recherché aussi. Hein? Et comme ça, quand tu arrives au championnat du monde, que tu as l'habitude de jouer avec 4 lignes d'attaque, avec des rythmes soutenus, tu tiens la distance. Et on l'a vu, ceux qui ont des effectifs un peu plus réduits, qui n'ont pas fait de formation, ils arrivent avec des... Ben, ils ont du mal à tenir la distance. Et ça, c'est ni plus ni moins que le hockey de haut niveau. Donc la vraie question, est-ce qu'on joue comme ça et qu'on a une volonté de rester dans le haut niveau? Ou est-ce qu'on revient à 1 fois par semaine pépère et, je veux dire, on est dans les limbes ou les abîmes pour l'instant de nos jours? Moi, je prends mes responsabilités. Puis de toute façon, je n'ai pas été tout seul à faire ça parce qu'il y avait des clubs qui étaient vraiment demandeurs pour le faire. Ils ont été patients pour le faire. Et je pense que je les en remercie, tu sais, parce qu'il fallait emmener plusieurs personnes, plusieurs clubs. Là, maintenant, tout le monde est en train de se faire des clubs de formation. Il y a encore 1 ou 2 clubs qui sont à la traîne, mais on va leur expliquer que ça ne durera pas. Il faut une base de formation, etc. Et c'est le prix à payer. Ce n'est pas un prix à payer, puisque, je veux dire, à partir du moment où on pousse une volonté de haut niveau et de s'inscrire durablement dans le hockey international, c'est pas un prix à payer, c'est les efforts à faire. Donc, moi, je persiste ces signes. Et des fois, oui, j'entends des nostalgiques 1 fois par semaine. Mais 1 fois par semaine, si vous voulez jouer du niveau, vous pouvez jouer en D1, vous pouvez jouer en D2, puis c'est du bon hockey sur glace maintenant. Hein? Je veux dire, il n'y a pas de honte à jouer en D1, il n'y a pas de honte à jouer en D2. Et si vous avez une municipalité qui souhaite pas mettre 3 fois par semaine la glace à disposition, ben, vous avez une politique sportive qui fait en sorte que vous jouez en D1, sans pour autant que ça soit une honte, parce que on voit maintenant beaucoup qui jouent en D1, ils disent « Oh, ça joue! Hein? » Puis on commence à avoir des équipes complètes. Et rien qui dit que la Division 1, quelque part, on n'essaiera pas de trouver des agencements dans lesquels on ne souhaite pas non plus qu'il y ait un trop gros écart trop rapidement entre la D1 et la Magnus. Et donc, on est en train de veiller ça, mais il faut pas qu'on monte ça de façon artificielle. Il faut faire en sorte qu'on saute les étapes à partir du moment où on pense qu'on est prêt. Ce serait quoi l'idée? Ce serait qu'en gros, il y a un cahier des charges dès la D1 et qu'on sache en début de saison quels clubs sont prétendants potentiellement à la Magnus. On sait qu'il y a des clubs comme Briançon et Brest qui ont choisi, entre guillemets, hein, en tout cas qui ont émis le souhait de jouer en D1, ne s'estimant pas capables et ayant peur des incidences sur le club, sur la vie du club financière. Oui, mais des fois, ça peut changer une année sur d'autres. Il y en a, de ceux que vous citez, il y en a qui sont informés comment il fallait faire, etc. Parce que je rappelle que pour Brest, c'était la mise à disposition de la patinoire pendant ces... Donc, on a dit, bah, c'est votre choix politique, hein, mais des fois, ça fait son chemin, tout ça. Hein. Pour revenir au cahier des charges, c'est... Premièrement, on avait bâti un cahier des charges pour la Magnus, parce qu'hormis les matchs, il n'y a pas que ça. Il y a la structuration des clubs. La structuration des clubs, la préparation physique,
comment dire, le côté administratif, le côté communication. Je veux dire, il y a tout un environnement, parce que moi, j'ai trop connu de présidents qui avaient l'attelé pour les crosses et qui faisaient tout. Ça va pas loin, ça. Maintenant, on a des directeurs sportifs. Je veux dire, on a un environnement pour l'ensemble des clubs qui, en moyenne, commence à être très, très bien. D'ailleurs, en discutant avec notre entraîneur national, pas notre entraîneur, notre directeur technique national, qui était Gérald Guenlon, je veux dire, le travail qui a été fait avec les préparateurs physiques des différents clubs nous laisse penser que vraiment maintenant, il commence à y avoir un projet commun alentour de l'équipe de France. Les préparateurs physiques, ils préparent leur équipe pour leurs échéances, mais c'est pas incompatible. Et surtout, des échanges de méthodes. Et donc là, on a fait d'énormes progrès. Ça, c'est pas spectaculaire, hein? Mais je veux dire, et on le voit aussi par rapport à je parlais de la mise en commun des choses, les réunions de présidents de Magnus, on a des entrepreneurs qui savent mettre des choses en commun. Des fois, il y a des petits relents de guerre de clochers qui reviennent, mais grosso modo, à partir du moment où, quelque part, on se tourne alentour d'un projet commun, on a maintenant des présidents de clubs qui ont compris qu'on devait travailler ensemble. Il y a moins de bidouillage dans les clubs? Il y a moins de bidouillage. Et avant, je peux le dire de façon anecdotique puis en souriant, des fois, il y avait des clubs qui avaient une rancœur qui datait de... Je pense qu'ils ne s'en souvenaient même plus de ce qui s'était passé parce que il y a 10 ans, on ne nous a pas laissé la glace pour l'entraînement, la journée de demi-finale. Puis après, il y en a qui trimballaient cette adversité en sachant même plus c'était quoi. Il n'y a plus ça, déjà. Et il y a des échanges. Il y a, comment dire, quand il y a une équipe qui vient, l'autre équipe l'accueille, etc. Et on a passé vraiment le cap en ce qui concerne la Magnus. Mais, et on voit la teneur de la réunion des... Je ne fais pas offense à ceux qui étaient là avant, parce que premièrement, il y en a beaucoup qui ont mis du temps, de l'argent, qui ont été bénévoles. C'était comme ça à l'époque. Mais maintenant, on a quand même des discussions qui sont d'un autre ordre et ça fait du bien. Alors, il y a un débat très intense dans le hockey français depuis toujours, j'ai envie de dire, c'est celle des joueurs français, de leur place dans les effectifs, sur les feuilles de match. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'il est permis de faire et ce qu'il est possible de faire, parce qu'il y a quand même des contraintes nationales, mais surtout européennes, oui. Et puis vers où on peut aller, parce que c'est vrai qu'on imagine, on aimerait en tout cas, je pense assez collectivement, que les divisions en dessous de la Magnus puissent laisser largement place aux joueurs français et avoir des vrais renforts étrangers de poids qui fassent progresser les clubs. Oui. Ça, de toute façon, ça a toujours été notre but. Hein, mais à chaque fois, on a la loi. Hein, et par exemple, je peux le dire maintenant, pendant un certain temps, chaque fois qu'on disait, vous ne prenez pas de joueurs français. Ouais, mais les joueurs français coûtent cher. Ah, les joueurs français coûtent cher. Bon, c'est certain que des fois, on peut les accueillir dans des conditions un peu plus spartiates. Puis en même temps, je veux dire, on peut revenir, je pense que vous avez eu une discussion avec la commission de contrôle en ce qui concerne la légalité des contrats, etc. Bon, à l'époque, on avait dit, nous, si c'est comme ça, on va hausser les transferts internationaux. Donc, et on va se servir de ce qu'on demande en plus pour financer le développement du hockey français. Tu sais, moi, j'ai annoncé la couleur comme ça. Et, mais on cherchait... en ce qui concerne la réduction de nombre de joueurs, là, on était dans une impasse. Hein. Et d'ailleurs, on a observé tout ce que faisaient les autres fédérations. On était un petit peu dans une impasse. Et on a commencé à travailler sur le thème des JFL. On a fait toute une série d'allers-retours avec notre ministère de tutelle. On a regardé les autres. On a regardé par rapport à l'Europe, qu'est-ce qui serait un peu acceptable. Et ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a mis en place, 11 joueurs formés localement. En même temps, on joue sur les termes. Formés localement, c'est entre de 0 jusqu'à 21 ans, que tu as fait 3 ans au niveau du hockey mineur. D'ailleurs, on se retrouvait dans des situations où on avait un joueur de notre équipe nationale qui n'était pas considéré comme JFL. C'était Julien Desrosiers. Mais comme quoi, c'est pas... et on le justifiait. Comme quoi, c'est pas discriminatoire. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est moitié-moitié déjà. Voilà. Et puis, c'est pas sur la nationalité, c'est sur le nombre d'années Exactement. Il y a de la sémantique là, mais voilà. Puis ensuite, il y avait combien, où on met le curseur. Et là-dessus, d'ailleurs, le basket a payé pour, hein, je veux dire, parce qu'ils ont mis un pourcentage qui ont été considérés
comme discriminatoire. Et nous, dans les discussions avec l'Europe, on a mis le curseur à 11, qui était un effectif de 22, donc la moitié, puis même peut-être plus que de la moitié, puisque tu peux être... Donc, et d'ailleurs, il y a un club qui nous a attaqué là-dessus, sur les deux sujets. Les transferts internationaux, où là, le comité olympique a donné raison au club, c'est-à-dire, en gros, vous devez faire payer les transferts internationaux à la hauteur du travail administratif qui est prêt. Donc on a été obligé de revenir en arrière. C'est un levier qui n'était plus possible d'utiliser pour... On est obligé de revenir en arrière là-dessus. Bon, voilà. Je suis content d'avoir testé l'idée. Et on a été attaqué aussi, mais là, beaucoup plus haut, sur la légalité de ce qu'on avait mis comme... Et là, on a eu raison. Je veux dire, en toute légalité. Mais on a assisté au débat et comment dire, c'est le pourcentage qui est défini. Donc, on y va un petit peu tranquillement. On a mis on a inclus le gardien dedans, etc. Mais là, pour vous rassurer, on va commencer par la D3, qui va être... on est en train de... Il ne faut pas faire n'importe comment. Mais la D3, ça va devenir une ligue amateur dans laquelle, voilà. Ça, c'est une notion très importante. C'est la notion de contrat de travail va avec la notion de professionnalisme. Voilà. Donc, c'est plus facile de travailler sur les ligues amateurs. Parallèlement, on est en train de travailler sur un contrat. Le contrat signifie aussi une convention collective dans lequel ça va un peu répondre à plein de choses. Déjà, à la commission de contrôle par rapport à la visibilité des contrats. Mais aussi dans lequel on va pouvoir maintenant statuer, en tout cas sur la D3 en premier. On va regarder un petit peu comment ça donne. Puis après, il se peut, mais ça reste à étudier, là, mais on commence à passer l'information que la D2, qui commence à avoir des équipes 2, on va essayer de trouver la formulation, mais dans lequel on va avoir un petit peu plus de restrictions en ce qui concerne le nombre de joueurs étrangers. J'en dis pas plus parce qu'il y a encore beaucoup d'études à faire, mais voilà l'intention de la Fédération à court terme, ou à court et moyen terme, et à long terme. Alors dans l'organisation justement des clubs, on a vu beaucoup au cours de ces années des clubs travailler ensemble avec un club de Magnus, des licences bleues, et puis à la limite proposer quasiment à des joueurs quel que soit leur niveau, de trouver une équipe qui était liée à ce projet de club-là. Ça, c'est intéressant, c'est un modèle que vous prenez un peu pour l'avenir? Oui, parce que premièrement, il y a des clubs fermes. Hormis le joueur qui se balade, tu as des échanges. En tout cas, si c'est bien fait, hein, si l'esprit... parce qu'on a tout aussi. Hein. Puis après, il faut veiller à ce que non plus le gars, il joue pas 3 matchs ou qu'il se balade alentour de la France. Donc, on a regardé sur les premières années. Globalement, ça respecte quand même la sécurité du joueur, etc. Donc, puis on regarde un petit peu comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est ces échanges. Et en même temps, le joueur peut... avant, il fallait qu'il choisisse. Est-ce que j'accepte de faire banquette en Magnus? Et il y en a, à l'époque, ils aimaient mieux faire banquette en Magnus que la honte, jouer en D1 et D2. Heureusement, c'est fini, ça. Parce que jouer en D1, la D2, c'est pas la honte. Hein, les gars. On a vu d'ailleurs des joueurs comme Rudy Matima, Axel Prissin, qui sont en équipe de France senior ou pas loin de l'équipe de France senior, jouer avec Dunkerque, par exemple, et puis je pense en tirer aussi, progresser. Oui, et justement, la problématique qu'on avait avant, c'est soit que le joueur était surdoué, on en a eu quelques-uns, et que 2 juniors, paf, ils arrivaient en senior, en Magnus, et là, ils avaient des rôles, mais tu les comptes sur les doigts de tes mains, tout ça. Puis tu as des joueurs qui ont une progression un peu plus par palier. Qui vont absorber un palier, qu'on va retrouver au niveau après. Mais là, on n'avait rien pour eux. Là, ils ont la possibilité d'aller jouer des bons matchs en D1, où ils jouent avec des vieux briscards, donc, et un bon niveau un bon niveau physique, avec maintenant en D1, il y a des bons entraîneurs avec des systèmes de jeu, y compris en D2. Hein, on a des matchs de hockey maintenant, hein, 3-2, 4-1. Et vous regardez un peu les progrès qu'on a fait en encadrement derrière, et surtout des progrès du niveau de jeu. La D2 avant, c'était 16 à 14, des trucs comme ça.
journée porte ouverte. Maintenant, regardez les matchs, ça joue. Hein. Il faut dire que le cap junior-senior est quasiment le plus compliqué en fait dans la progression du jeune hockeyeur et que presque à la limite, en tirant un peu le trait, jouer en D2 vraiment dans une équipe qui est structurée, ça peut être plus intéressant pour lui à 16, 17, 18 ans, 19 ans même que jouer simplement en junior en fait et ne pas avoir de temps en Magnus. Oui, mais simplement junior, tu peux emmagasiner de la confiance. Puis quand tu montes là-haut, là, tu te confrontes à la réalité. Donc les deux, c'est bien. D'autant que notre championnat junior maintenant, il commence à être vraiment potable, si je peux dire, parce que ça, c'était... c'est un grand chantier. Quand je parlais d'exode, hein, c'était une des grosses difficultés. C'est d'une part, on n'est pas content de les voir partir dans ces championnats-là, mais d'autre part, tu dis, il faut qu'on travaille notre championnat pour leur proposer quelque chose. Et là, maintenant, on a le petit Texier, il a prouvé que tu peux rester en France, faire tout ton junior, toutes tes catégories, rester là, puis être repêché comme personne d'autre a fait. T'as pas besoin de t'exiler. Le regard a changé de l'extérieur sur voilà, les puis maintenant, les scouts qu'on appelle, ils viennent voir nos équipes de France, les U18, les U20, ils s'occupent des autres championnats parce qu'ils ont trouvé des perles, ils ont trouvé Kopitar en Slovénie, puis maintenant, ils descendent, ils viennent voir les championnats du monde, et la formation qui s'est faite au travers de la France, c'est plus un handicap, c'est même un plus. Ouais. On parle aussi de l'équipe de France, forcément, qui est l'emblème de la fédération. Son image au niveau international, ça joue beaucoup. Vous le disiez, il y a un temps qui est vraiment consacré à l'équipe de France avant les mondiaux de préparation, qui fait que le calendrier est assez compact aussi de Magnus, et on peut comprendre ce choix-là. Il y a un nouveau sélectionneur, Philippe Boson. Il y a eu un processus de sélection qui fait que 2 candidats ont été déclarés clairement par la fédération. Ça a été compliqué, long, difficile ce processus de sélection. Forcément, Luciano Basile qui n'a pas été choisi, c'est difficile pour lui avec 2 candidats. Donc, je sais. Comme ça. Premièrement, on avait 2 super candidats qui voulaient et qui avaient une particularité, c'est que ils avaient des liens déjà les 2 dans un club pour la prochaine année. Donc, de toute façon, ça allait être... un allait entraîner à Bordeaux, l'autre à Gap. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même revenir à un entraîneur à plein temps. Donc c'est une année, on peut dire, pour Philippe Boson, c'est une année a priori, pas plus, avec la double casquette. Un comme pour l'autre, c'était ce qui est prévu. Donc, les 2 voulaient, les 2 connaissaient le hockey français. C'est les 2 qui ont commencé à faire évoluer des équipes à 4 lignes, qui ont surpris à l'époque, ça a commencé par Luciano, qui a commencé à jouer avec son équipe à Briançon, avec 4 lignes que personne n'attendait et qui s'est rendu au bout. L'année d'après, c'est Philippe avec Épinal, qui s'est retrouvé contre Gap, et qui ont balayé, avec cette nouvelle configuration, qui ont balayé toutes les cadors, je peux dire. Donc, surprise. Et d'ailleurs, c'est après que tout le monde a commencé à se préparer une équipe pour être capable de jouer à 4 lignes d'attaque. C'est comme ça. Et 4 lignes d'attaque, c'est le haut niveau. 3 lignes d'attaque, c'est... Même en D1, maintenant, on voit des clubs évoluer à 3 lignes et demie, 4 lignes. Voilà. Mais bon, après, c'est des effectifs, etc. C'est pas si simple que ça. Mais là, maintenant, on a les bases d'un championnat de bon niveau. Et d'ailleurs, on le voit un peu. J'espère que Rouen va confirmer ça avec la Champions League. Mais les écarts, ils se sont gobés quand même. Parce qu'on est capable de jouer à un rythme soutenu. Parce qu'on joue... 3 fois par semaine avec ce rythme-là. Donc, je reviens à votre question initiale, donc sur la difficulté que ça a été. Oui, ça a été vraiment... Puis en plus, les 2 convaincants, les 2 avec une volonté d'entraîner l'équipe de France. On avait contacté, mais auparavant aussi, des entraîneurs étrangers, mais... C'était pas le même esprit. Tu sais, il y avait un peu plus d'opportunités, si on peut dire. Maintenant, on avait... Il y avait aussi peut-être à conserver un héritage, peut-être aussi de celui de Pierre Pousse et Dave Anderson, avec exactement. Une façon de fonctionner. Voilà. Exactement. Et moi, en tout cas, c'était une volonté commune.
C'est 2 entraîneurs qui ont évolué, qui ont entraîné en France, qui connaissent tous les joueurs français. Même si c'est la Magnus, ils connaissent les U17 qui sont à venir, qui sont bons, les U18, ils sont imprégnés. Donc, moi, je souhaitais qu'il y ait une continuité dans la progression de la ligne Magnus et de ce qu'on est en train de faire ensemble. Et les deux, ils ont fortement participé à ça. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Donc on l'a pris. Alors il y a aussi beaucoup d'autres sujets évidemment sur l'avenir du hockey français. On en parlait tout à l'heure un petit peu de la médiatisation. Donc il y a eu le partenariat avec Fanseat qui aujourd'hui permet à peu près tout le monde de voir jouer son équipe de la D2 à la Magnus, à domicile comme à l'extérieur. Le chantier numéro 1 par rapport à Fanseat, on sait que les clubs sont équipés en Magnus, qu'il y a même une société de production qui s'occupe de couvrir les matchs. Ça, c'est intéressant. C'est l'outil patinoire, à la limite, qui doit se conformer au mieux pour permettre d'avoir des caméras bien placées, de filmer dans des conditions intéressantes. C'est ça l'enjeu aujourd'hui? Oui, en sachant que ce qu'on souhaite, c'est développer Fanseat, mais pas perdre de vue que, je veux dire, l'autre problématique. On y reviendra. Mais en ce qui concerne Fanseat, je veux dire, comment dire, moi j'étais, allez, je peux le dire maintenant, je veux dire, commenté par des fans. Je voyais un peu du danger, l'impartialité, etc. Donc, mais l'adaptation m'a permis de voir que premièrement, ces caps ont été passés. Le tout, c'est qu'il fallait veiller à ce que on reste quand même avec une certaine éthique. Et que, parce que c'est Fanseat, normalement, c'est commenté par des fans. Donc, tu ne peux pas avoir un commentateur dans lequel... qui va rester d'une neutralité, il y a un petit peu de mal. Là, ce sont les clubs qui choisissent leur duo ou leur présentateur. Mais on s'est retrouvés devant des gars qui ont pris au jeu, qui sont aperçus que c'est pas facile, parce que c'est facile. Critiquer des commentateurs parce qu'ils sont trop ci, parce qu'ils sont pas ça, donc c'est facile. Mais quand tu es derrière, tu t'aperçois qu'il y a des mots, il faut trouver les mots, il faut préparer, tu as des fiches, et vraiment, je pense que là, les clubs, en l'espace d'un an et demi, même 2 ans, là, maintenant, ça ressemble à... ça a un certain... comment dire, c'est un certain standing. Puis ça s'en va en s'améliorant parce que tout le monde s'est pris au jeu. Après, je me suis retrouvé une fois à Annecy avec le commentateur qui est en train... qui est entre deux spectateurs. Il y en a un qui crie après l'arbitre juste à côté du micro. Donc, j'ai fait comprendre, parce que le club, j'ai fait comprendre à la mairie, ça serait bien de trouver un endroit dans lequel il soit un peu plus isolé, parce que sinon, ça fait ça. Donc... on a mis le matériel à disposition. Est-ce que ça allait... comment ça allait être pris au sérieux? Et alors là, j'ai été agréablement surpris parce que la Magnus, assez vite, bon, c'est une production qui est un petit peu différente, la Magnus, mais quand même assez vite. Bon, ma prochaine vision, c'est là, on l'a décliné avec la D1, on l'a décliné avec la D2. La prochaine étape, ce serait peut-être un peu de faire un peu en D1 ce qu'on fait avec la Magnus pour une certaine qualité. Donc ça, c'est notre prochaine échéance. Puis surtout, maintenant que tout le monde connaît le mode d'emploi, tu as des matchs des filles, tu as des finales de jeunes, on peut voir des matchs de coupe. À partir du moment où tu produis, tu peux montrer. Et là, ça a été décliné par les clubs beaucoup plus rapidement et beaucoup plus loin qu'on l'aurait pensé. Et ça, c'est une bonne surprise. Le deuxième volet, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a commencé donc un partenariat. Bon, je reviens un petit peu sur avant. Avant, on était avec Sport Plus, Canal Plus. Et il faut dire que c'était très, très décevant parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait preuve de fidélité. Mais on était ballottés parce que, premièrement, dans ces boîtes, là, ça va, ça vient. Hein, c'est-à-dire, en gros, on commence à avoir des accords, une fidélité avec un. Hop, circuler, il y en a un autre, il faut tout recommencer. Il ne connaît pas le hockey, etc. Puis en même temps, je veux dire,
on mendiait plus qu'autre chose. On est passé à produire comment dire, à faire notre production et la financer, à la fin, faire en sorte que ça nous coûte zéro. On était déjà contents. Mais quel travaux d'Hercule, hein? Puis à chaque fois, c'était à recommencer. Je veux dire, l'équipe, c'était une nouvelle ouverture. Gratuite quand même, pour les gens, gratuite et accessible pour les gens. Gratuite et accessible, parce que les audiences, même les moins bonnes avec l'équipe, c'est sans commune mesure avec ce qu'on faisait avec Canal+. Hein, puis en même temps, souvent, notre production, tu te retrouvais dans la programmation en même temps qu'un match Bayern de Munich contre le Real. C'est certain que les audiences étaient moins bonnes. Mais on a vite vu là, que c'était pas possible. Les chaînes hertziennes, sauf des petits spots avec France Télévisions, sur France O ou sur les télévisions régionales. Mais eux, ce qu'ils voulaient acheter, c'est la finale de la Coupe de France, isoler 3-4 trucs. C'est pas nécessairement ça qu'on voulait, nous. Donc, là, on parlera surtout, en plus de la mission olympique, ça va aller de pair un peu. Oui. Et que l'équipe de France aille aux Jeux Olympiques, c'est aussi ça. C'est aussi se garantir d'avoir du temps d'antenne très fort sur une chaîne publique, voilà, et puis avec une audience importante. C'est très important pour la médiatisation du hockey. Voilà, donc on s'est aperçu de ce qui marchait pas. En tout cas, je reviens à l'équipe télé. Donc, on était les premiers à faire ces démarches. On avait déjà, avant la mise en place, on avait déjà expérimenté une fois ou deux avec le comité olympique. On a commencé à trouver, des accords, etc. Puis l'équipe, au départ, ne faisait pas de foot. Il y avait... le biathlon était encore un peu confidentiel. On avait nos espaces. Puis là, petit à petit, et en même temps, sont venus joindre l'équipe des gens qui étaient en Canal+, puis qui sont fouteux. C'est pas péjoratif, mais... Donc là, recommencer encore, mais on a trouvé quand même des espaces, même si, quelquefois, on a souffert de la promotion du biathlon, qui était dans vraiment les espaces que nous, on avait par rapport à la finale de la Coupe de France, par rapport... Puis on a des rendez-vous qui marchaient. Donc la finale de la Coupe de France, ça a toujours marché. Certains matchs d'équipe de France, les finales du championnat. Mais quand on faisait passer des matchs de championnat, là, les matchs du championnat Magnus, on faisait très très peu d'audience et ça nous a pas... Il y a même eu un match des finales où il y a eu un match de volley, de quart de finale, je crois, qui a été privilégié. Ça a été un coup dur un peu et ça fait mal au cœur à tous les fans de hockey. Je veux dire, nous, ça nous fait mal au cœur et on reste pas assis dans notre fauteuil, on monte au créneau puis on gueule. Mais ceci dit, et là je parle à tous les faucons, des yaka faucons, ça, je veux dire, on n'est pas le seul sport comme ça. Hein. Je veux dire, et encore le handball, je veux dire, ils sont champions olympiques. C'est pour ça que notre porte de sortie, c'est de faire en sorte qu'on soit aux Jeux olympiques. Je veux dire... On est au championnat du monde depuis 11 ans maintenant. L'équipe a racheté les droits pour les 3 prochaines années. Mais par contre, ils n'ont pas été exemplaires lors de nos championnats du monde. Donc, il faut faire avec ça. Et en même temps, rester sur les chaînes hertziennes, je pense que c'est vraiment important pour nous. Et là-dessus, il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on améliore notre produit. De toute façon, on est condamné. Et il faut aller aux Jeux olympiques. Donc, moi, je demande la patience à tout le monde. Et s'il y en a qui veulent aller voir, nous, je veux dire, maintenant, on a un savoir-faire, on sait la production comment, etc. On sait ce qu'on vaut. Mais il faut qu'on fasse avec, avec notre situation. Je sais qu'il y en a qui étaient beaucoup déçus, qui ont invectivé l'équipe. Dans un sens, on les a pas encouragés, hein, bien sûr, hein, mais ça, on n'avance pas comme ça. Donc, ça dit, il faut faire avancer avec de la diplomatie, montrer qu'on est digne de ce nom, etc. On est condamné à faire ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'impact des championnats du monde, et même si on n'a pas fait les quarts de finale, les matchs de l'équipe de France, puis l'organisation qu'on a mis en place pour les championnats du monde, j'ai été, j'ai été vraiment déçu que ça
ça débouche pas sur plus que ça. Bon, une fois qu'on constate, ça sert à rien de pleurnicher, on se relève les bras, on améliore le produit, on continue à travailler. Voilà. Et ça a peut-être ouvert presque d'autres pistes. C'était un des sujets brûlants aussi, c'est la KHL à Paris, peut-être. En discussion, il y a un intérêt apparemment qui est assez clair. Est-ce que déjà ça a un intérêt pour la France d'accueillir éventuellement une équipe de KHL? Est-ce que ce ne serait pas une équipe hors sol qui finalement serait tellement dans d'autres galaxies financières et sportives qu'on aurait du mal à le recoller au hockey français? Comment est-ce que vous voyez ça? Bon, premièrement, ça ne sera pas une équipe, ou du moins au sein de la fédération. Je veux dire, on peut prendre des risques financiers, ça, c'est clair et net. Bon, premièrement, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, on m'avait contacté, c'est Alexander Medvedev qui était venu au Roland-Garros, il m'a invité, il m'a dit ouais, j'ai vu que la finale de la Coupe de France, vous remplissez Bercy, et nous, on veut une équipe à Paris, et même j'avais assisté à une présentation, alors qu'ils n'en avaient même pas parlé, c'était comment dire, congrès semi-annuel à Tenerife, avec une carte d'expansion de la KHL avec PSG, Paris Saint-Germain. J'ai regardé ça, j'ai dit, peut-être qu'il y a des contacts avec des Qataris que j'ai pas, ou je sais pas quoi, mais bon... Pour l'anecdote, je peux même dire que le président qui a créé les remparts de Tours, Stéphane Mariano, était allé rencontrer le numéro 2 de la KHL, avec qui il avait discuté aussi, et qui lui avait dit, si c'est la France, ce sera Paris, et parce que pour les Russes, voilà, la Tour Eiffel, c'est quasiment s'offrir la Tour Eiffel. On l'a vu justement, l'exemple du PSG, c'est ça, avec les Qataris qui voulaient s'offrir Paris, entre guillemets. C'est ça qui peut les intéresser. Après, c'est à voir l'intérêt éventuel pour le hockey français. Aucun intérêt sans doute à bloquer un projet comme ça, mais est-ce que ça peut avoir des incidences positives finalement si ça arrive? Ouais, il y a deux choses. Soit qu'on maîtrise un petit peu, ou soit qu'on ne maîtrise pas du tout. Moi, j'aime autant la première solution. C'est-à-dire, premièrement, ils m'ont contacté moi, la première fois. Et la première fois, j'ai fait une réponse très prudente en disant « Oh, on organise des championnats du monde, on vient de commencer, c'est pas longtemps qu'on était créé. » Parce que lui, il me disait oh, 20 millions, puis tu as une bonne équipe. Si on prend le financement de tous les clubs de Magnus, quasiment, ça fait à peu près ça. Celui de la fédération, c'est 6 millions. Donc, bon, j'ai fait une réponse un peu polie, mais absolument pas question. Hein. Puis ensuite, je veux dire, la dernière fois, c'était le directeur du développement qui est venu me voir, parce que, moi, j'ai suivi quand même les essais qui ont été faits à Zagreb, en République tchèque, à Prague. Il y a eu 2-3 essais qui ont été faits, qui ont vécu 3-4 années, parce qu'il y avait un investissement des sponsors russes qui garantissait pendant 3 ans. Puis après, par exemple, pour la Croatie, le niveau du hockey de la Croatie était trop en décalage avec cette équipe. Donc là, c'était un espèce de truc en complet décalage avec le niveau du hockey. C'était pas le cas à Prague, mais le cas à Prague, c'était un petit peu différent. Il était en compétition avec 2 équipes de l'Extra League. C'est l'Extra League, ouais, donc là, c'était autre chose. Mais ils l'ont fait. Puis ils ont jugé que c'est, comment dire... C'est trop handicapant pour leur ligue. Ouais. Puis en même temps, pour l'équipe nationale. À Bratislava, c'est autre chose. Ils ont fait ça et c'est c'est une base de préparation pour leur équipe nationale. Donc, et d'ailleurs, ils ont beaucoup plus de proximité. Le club de Bratislava, les dirigeants, c'est pas les mêmes, mais ils sont assez proches les uns des autres. Et donc là, il y a un projet qui est un petit peu différent, avec des budgets qui sont beaucoup plus restreints que les autres. Mais eux, ils sont en réflexion à chaque année. Moi, j'aime bien leur parler, je leur pose des questions sur comment ça fonctionne. Donc, quand ils m'ont recontacté là, premièrement, la démarche a été très, très différente. Ils ont dit, nous, ce qu'on souhaite, c'est une expansion. En plus, elle venait de plus haut niveau. Hein. C'était celui qui en a parlé le premier, c'était M. Tinchenko, donc, et le directeur du développement. Alors qu'ils avaient arrêté un peu leur volonté d'expansion, là, ils repartent, mais dans une base un peu plus raisonnée, si je peux dire.
base un peu plus raisonnée. En imaginant une répartition géographique aussi peut-être Oui, différente, exact. parce que c'est là aussi la folie de la KHL, c'est un club chinois, on imagine un club parisien et puis Vladivostok. Exact, avec 3 poules pour limiter les déplacements et une organisation qui est un petit peu différente. Donc les premiers contacts qui ont été faits, c'était un peu avant Copenhague. Et à Copenhague, on a fait une réunion dans laquelle donc, ils m'ont posé la question. Moi, j'ai dit, il y a une chose, mon autorité de tutelle, c'est le ministère des Sports. Et le ministère des Sports, compte tenu des relations politiques, je veux dire, moi, la première des choses avant de faire une étude ou quoi que ce soit, je vais aller vérifier si c'est quelque chose de recevable. Hein? Donc, Madame la ministre a rencontré le ministre des Sports. Tous les deux sont escrimeurs et pendant les championnats du monde, un peu dans l'euphorie aussi, là, comme la France, c'était la demi-finale. M. Poutine devait, parce que M. Poutine pousse fort ce projet d'installation d'une tout ça, c'est un peu lié, hein, d'une installation d'une équipe à Paris comme à Londres. Hein? Donc, moi, je vais aller vérifier ça. Puis, donc, ils ont commencé à s'en parler. Ils ont même, au moment de la finale, ils ont même évoqué le sujet avec notre président. Mais pourquoi pas? Mais en connaissant pas tout ce qui se passe derrière, comment les investissements, etc. Donc, si on prend à rêver, on imagine avoir nos meilleurs Français qui sont disséminés un peu partout, réunis sous une même bannière. Ce serait ça vraiment l'intérêt pour le hockey français? Ça pourrait être l'intérêt du hockey français, mais à partir du moment où ça s'inscrit dans la pérennité. Donc, ça veut dire qu'il y a une logique économique et on ne soit pas suspendu comme les autres équipes étaient à des subsides de Russes qui viennent ou qui ne viennent pas selon les relations économiques ou quoi que ce soit. Donc, mais moi, je dis que ça vaut la peine de regarder. Je dis que ça vaut la peine de regarder parce que, premièrement, la demande est flatteuse. Ça veut dire que, quelque part, on nous considère un peu dans le... il ne faut pas s'arrêter là. Une fois qu'on a été flatté, il ne faut pas non plus rentrer dans le mur ou s'exposer. Mais je dis, et je sais, moi, par rapport à l'organisation des championnats du monde, on touche des sponsors qui sont un peu différents, qui sont internationaux, qui sont ou d'un niveau national d'intérêt, de haut intérêt. Et des fois, il faut se mettre dans les situations pour être capable de discuter. Après, on voit si ça débouche quelque chose ou pas. Juste le fait de signaler que on va regarder et pourquoi pas envisager la KHL à Paris dans la mesure où on ne se met pas en danger, que les conditions sont réunies, etc., c'est incroyable le nombre de gens de l'extérieur. Et c'est surtout des grosses entreprises françaises qui travaillent en Russie. Mais j'aurais jamais eu de rendez-vous, on n'aurait jamais parlé de ça. Et même il y en a, ils nous ont contactés. Donc, on ne peut pas se passer de cette... Ça peut être une porte d'entrée sur le hockey français aussi. Exactement, exactement. Donc je me dis, soyons ambitieux mais prudents. Mais ce que je dis aussi, c'est que quelque part, nous, on est d'accord pour faire les premiers pas, les études de capacité, etc., l'environnement politique, parce qu'on va être vite, si on nous dit non, compte tenu des relations, ça peut être ça, hein? Donc là, on était au fait d'avoir une réponse du ministère, mais badaboum, changement de ministère, c'est à recommencer, mais de toute façon, on a encore du travail à faire, nous. Ce que j'y vois quand même, c'est que je sais qu'il y a des joueurs qui galèrent. Hein. C'est pas que des endroits... c'est pas que des endroits sur le bord de la plage. Hein. Vous n'iriez pas passer vos vacances à Novosibirsk? Non. Très étonné. Et en même temps, je veux dire, la configuration des clubs n'était pas toujours homogène. Moi, j'ai parlé un peu avec Damien quand il était, je veux dire, il était content de revenir en France. Hein. Donc, évoluer au plus haut niveau à Paris, et en même temps, là, on peut attirer, juste sur Paris, on peut attirer des
des super joueurs de hockey qui, pareil, jouent en KHL, mais pas aller en Sibérie. Donc, allons jusqu'au bout de cette démarche-là. Mais partons pas... prenez pas vos billets de saison, hein, de toute façon, ils ne sont pas en vente. On a besoin déjà de 2 ans pour mesurer la faisabilité. Mais on discute avec des gens qui sont pragmatiques. Donc, moi, j'ai dit, je vais regarder, hein, je vais étudier. Votre proposition est sérieuse, je vais y répondre sérieusement. Donc, en regardant la faisabilité, en faisant un compte d'exploitation, en contactant un petit peu les sponsors, point par point. À quel endroit ils vont jouer, parce que on a regardé avec Bercy, 31 matchs avec toutes les concerts qu'il y a, alors que eux... Est-ce qu'on peut imaginer ici ou est-ce que c'est compliqué? Ça ferait partie des options potentielles? Oui, mais en sachant que, on est un peu loin je veux dire, eux, quand tu leur dis 3000 places, mais l'important, c'est de les remplir aussi. Hein. Donc, on n'est pas encore là, hein, mais la volonté est de regarder, et en plus, ça intéresse Bercy, Accor Hotel Arena, donc ça les intéresse. Donc, on va regarder un peu dans quelle mesure, parce que là, on parle de dans 2 ans, ou peut-être même 3 ans, dans quelle mesure ils peuvent intégrer ça dans un calendrier, si c'est possible, 31 matchs, ou s'il faut en faire quelques-uns à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Bon, moi, ce que j'aime bien qu'on retienne, c'est que c'est pas de la folie comme ça. Si on regarde, ça peut mettre en danger un peu le hockey français, mais ça peut le sublimer aussi. Donc, ça peut le sublimer aussi. Parce que moi, je regarde un peu ce qui se passe avec la Ligue en Autriche. Je pense que avec le BEL, c'est ça? Voilà. Et avec... Je veux dire, tout le monde, je parle à tous les pays, ils sont satisfaits d'être capables de jouer à un niveau international un peu, je veux dire, toutes les nations comme la Hongrie, etc. Parce que des fois, il peut y avoir des difficultés en ce qui concerne le respect des trêves internationaux, le respect des préparations d'équipe de France, etc. Donc, ça peut être un handicap. La preuve, on est très content quand les gars vont en NHL, mais souvent, c'est pas nous qui décident si on les a ou si on les a pas. Puis chaque échéance de qualification, on les a jamais eues tout au complet. Et on l'a vu à Paris, quand on les a tous, on peut jouer n'importe qui. Hein, donc, il y a ça. Il y a des plus, il y a des moins, etc. Mais si on ne s'inscrit pas dans la pérennité, on n'ira pas. Une question rapide avant de conclure, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a entendu un peu partout, avec sûrement un soupçon de mauvaise foi parfois. C'est possible. Marseille, on sait déjà que ce sera en Magnus demain, c'est sûr. Marseille n'a jamais gagné de championnat. Marseille est monté comme ça. Administrativement, ça doit vous revenir aux oreilles en permanence. On imagine, pour trancher le sujet. Nous, on a été voir à Marseille, il y a une patinoire avec un potentiel incroyable. Très objectivement de notre côté, puisqu'on n'a absolument du coup aucun intérêt personnel ni familial dans l'affaire. On peut dire que c'est un lieu qu'on espère voir plein et sans doute un jour pour une des plus grandes villes françaises en Ligue Magnus. Marseille va monter en Magnus quand ils seront prêts à monter en Magnus. Je prends l'exemple de Lyon. Combien de temps ils ont mis pour monter de la division 1, déjà la division 2 en division 1, souvenez-vous. Hein? Ils avaient le plus gros budget, ils avaient la capacité de la patinoire qu'il fallait. Combien de temps ils ont mis? Je ne sais pas, mais 7-8 ans. Lyon-Bordeaux, c'est un peu des cas. Bordeaux, c'était plus rapide. Tu montes quand tu es prêt. Et tu n'as pas de montée artificielle, y compris si tu as des apports d'argent tout d'un coup. Il faut une base. Je veux dire, il faut un savoir-faire de recrutement. Et ils vont monter quand ils sont prêts. Donc on peut dire Marseille a l'outil, en tout cas déjà, oui, ça c'est intéressant. Il faut qu'ils la pas la bâtissent. structure encore. Déjà, ils vont en baver comme c'est pas possible en première division, là, parce que de D2 à D1, en plus, ils ont fait un recrutement pour la D2, et après, il y a l'opportunité. Donc, ils vont déjà absorber ça, là, et puis il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, donc, avant de monter. La mauvaise foi, de toute façon, si j'étais pas un peu blindé pour ça, je ne serais pas président de fédération. Mais là-dessus, je veux dire, premièrement, les règles vont être les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire, on n'a jamais
emmener quelqu'un là-haut. On l'a fait une fois avec le Mont Blanc, quand il y a eu l'éclatement et où là, on a fait des dérogations, mais en connaissance de cause avec tout le monde. La montée elle va se faire à partir du moment où ils peuvent monter. Et Dieu sait que la marche entre la D2 et la D1, elle est haute. Mais entre la D1 et la Magnus, Andette s'est préparé pendant 5 ans. Ils sont préparés pendant 5 ans. Pendant 5 ans, à chaque fois, ils étaient en mesure d'être repêchés. Et raisonnablement, ils ont dit, on n'est pas prêt. Et cette année, ils ont dit, on est prêt, on monte. Y compris Bordeaux. Ils ont mis un peu de temps à... Et moi, je fais confiance aux dirigeants de Marseille de penser à la pérennité du club. Ils sont en train de bâtir le hockey mineur parce qu'il y a vraiment un outil extraordinaire. Hein. Mais on en reparlera dans 4-5 ans, là, quand ils joueront les playoffs de la D1. Alors, il y a beaucoup de défis pour Je ne sais pas si je vais être encore là, d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de défis pour le hockey français. Et pour vous, en tant que président de cette fédération, si vous deviez en quelques mots en prendre un au-dessus du lot, un défi principal, et en quelques mots nous dire que c'est celui-là, c'est la question qu'on pose traditionnellement en fin d'entretien. Il y en a un, c'est les Jeux Olympiques, participation aux Jeux Olympiques. C'est très difficile de participer aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, j'évoque souvent ça à l'IHF. On a joué cette année les qualifications avec les joueurs de la NHL. Malheureusement, nous, on n'avait pas tous nos joueurs pour des raisons, des fois perso, des fois de contrat, parce que là, on est soumis à la bonne volonté de ceux qui les payent, des propriétaires. Mais on n'a jamais défendu nos chances avec toute notre équipe. Et à chaque fois, ça passe à un poil. Et même maintenant, je me souviens, c'était Pierre-Édouard qui jouait en Suède, en tout cas une année, c'est ça. Bien, les Suédois, les Finlandais, ils ne participent pas à cette qualification, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils libèrent les joueurs après le match du mardi soir. Donc, les gars, ils arrivent, ils voyagent le mercredi. On fait un entraînement à l'équipe de France, puis après, on joue notre vie pendant 3 week-ends. C'est une compétition si importante, tous les 4 ans, et on joue à la qualification de 2 portes. Donc, et là, il y a une discussion qui se refait. C'était la présence des joueurs de la NHL ou pas la NHL. Donc, à chaque fois, on sait au dernier moment la qualification. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, qu'on arrive à quelque chose d'un petit peu plus régulier, qu'on ne change pas les règles à chaque fois, puis être capable de vraiment défendre nos chances comme il se doit. Là, cette année, encore, avec les Chinois, il y a une place de moins. Donc, ça, c'est comme la télévision. Il faut continuer à travailler, puis des fois, c'est décourageant. Tu dis, merde, un but à 1 minute et quelques avant la fin, puis on n'y est pas. Voilà. On va peut-être y être avec les filles, aussi. C'est vrai qu'on aurait pu parler aussi longuement de hockey féminin. Ouais. Ce long entretien était passionnant. En tout cas, je voulais... Donc, pour revenir à ta question, une qualification olympique, ça serait le summum, parce qu'on a réussi plein de choses. On a emmené l'équipe, etc. On a bâti ça. On a bâti une ligne Magnus digne de ce nom, qui prend de l'ampleur. On a structuré nos juniors. On a étoffé notre fédération. On est en santé. On a des savoir-faire. On est à l'international. On est maintenant reconnus. Ils sont habitués à nous. Donc, on a bâti. Maintenant, je pense qu'il faut consolider notre ligne Magnus. Mais comme on est en train de le faire, faire des petits ajustements, mais faire en sorte que tout le monde s'habitue à cette cadence, etc., puis continuer à travailler, c'est pas spectaculaire. Travailler dans les ligues et les clubs, ça va être les 4 prochaines années. C'est pas spectaculaire, mais on va mettre des cadres techniques dans les clubs, dans les ligues pour aider former les bénévoles. Les formateurs aussi. Voilà. Donc, on va descendre au plus proche des clubs, structurer la fédération, puis après, à un moment, j'ai un challenge, c'est préparer mon départ. C'est une conclusion en forme de point de suspension très intéressante. On aura sûrement l'occasion d'y revenir de toute façon. Quand je dis mon départ, autant je viens de prendre ma retraite chez Bouygues au 1er septembre, là, donc j'ai un peu plus de temps. Vous n'êtes pas pressé de partir de la Fédé? Non, mais je ne prendrai jamais ma retraite du hockey. Je ne parle pas de la présidence, là.
vais toujours m'occuper du hockey, j'ai toujours fait ça, c'est ma passion. Même si retourner coacher ou être, ou je sais pas, où je peux être utile, quoi. Mais bon, maintenant, ça va faire, au bout des 4 prochaines années, ça va faire 16 ans. Je pense qu'il faut laisser de la place aux jeunes et il est de mon devoir de bien préparer ma succession. Ça fait partie comment dire, de mes grands chantiers. Merci beaucoup, Luc Tardif, pour tout. Plaisir. Et puis tout le meilleur pour vous, pour le hockey français, évidemment. Ben aussi, on a une belle année encore là, de compétition, etc. Donc, je voulais vous remercier aussi pour ce tour de force que vous avez fait, avec rien du tout à la base, avec un montage financier inventif. C'est ça qu'il faut, hein. C'est ça qu'il nous faut. Hein. Il faut inventer un petit peu partout, dans les clubs, au niveau communication. Et je suis bien curieux de voir votre long reportage parce que, bon, c'est toujours intéressant. J'essaye d'être à l'écoute. Hein. Donc, des fois, puis on n'a pas toujours l'occasion d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc, je vous remercie pour ça. Puis, bonne fin de tour. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!